Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, on vous dit comment améliorer l'ambiance familiale, comment resserrer les liens familiaux. La famille, c'est un socle grâce auquel les enfants démarrent bien dans la vie. C'est un cocon de protection familiale pour chacun des membres. Or, aujourd'hui, on voit bien la situation est difficile, on voit beaucoup de divorces. C'est de plus en plus difficile d'avoir des liens familiaux harmonieux et pourtant, c'est vraiment vital. C'est pour ça que j'ai voulu me concentrer aujourd'hui sur ce sujet-là pour nous aider tous à avoir une meilleure ambiance à la maison et contribuer au bien-être de chaque membre de la famille. Alors, pour répondre à cette question, j'ai invité une spécialiste qui s'appelle Nathalie Chassis, qui a écrit le livre Maman respire, qui aide beaucoup de mamans à être connectées à une forme de sagesse. Moi, vous savez, c'est mon sujet, la sagesse. Alors, ça peut être la sagesse ancestrale, asiatique, européenne, africaine. Ça peut être aussi la sagesse populaire. Et donc, je suis vraiment contente de recevoir aujourd'hui Nadège. Nadège, bonjour. Bonjour Hélène. Donc, merci de me recevoir. Mais c'est un grand plaisir. Vraiment, c'est la deuxième fois qu'on travaille ensemble et je suis vraiment contente. Et pour commencer cette interview, je voudrais que tu me donnes 3 astuces, 3 conseils pour aider les parents à resserrer les liens familiaux. Les parents, mais ça peut s'étendre au-delà de la famille proche. Je pense que ça peut s'appliquer à toute relation humaine et je suis sûre que ça va beaucoup aider. Merci, c'est vraiment très important. C'est un sujet qui me tient aussi à cœur. Pacifier les relations interpersonnelles, donc déjà les relations avec soi et avec l'autre, parce que tout est lié. Donc justement, le premier conseil que j'ai à donner, c'est vraiment de soi à soi, d'être plus bienveillant, plus compatissant envers soi-même. Parce que souvent, tout part de l'intérieur, tout part de soi, de comment nous nous traitons. Quand on a l'habitude de se dévaloriser, de s'auto-flageller, de ne pas accepter finalement l'erreur, donc d'être intolérant envers soi-même par rapport aux erreurs qu'on peut commettre, mais comment est-ce qu'on pourrait pardonner aux autres de commettre des erreurs? Donc, je pense que le premier conseil va être ça, d'être plus compatissant et bienveillant envers soi-même, en tout cas d'entrer sur ce chemin-là, de plus de douceur envers soi. Et évidemment, le deuxième conseil, c'est d'appliquer ça aussi à l'autre. Donc, d'essayer en fait chaque fois de voir les circonstances atténuantes chez l'autre. Donc, quand un enfant, par exemple, j'ai un exemple typique, moi, qui m'est arrivé l'année passée, il y a 1 an et demi, mes garçons qui sont des jumeaux, ils avaient 4 ans à l'époque. J'avais des œufs, une douzaine d'œufs crus sur le plan de travail de la cuisine et ils ont joué au ping-pong avec ça. Ils se sont lancés ça sur la tête. Ils avaient la tête dégoulinante d'œufs crus et comme ils ont des cheveux crépus, c'était pas simple de nettoyer tout ça, de leur faire le shampoing. Évidemment, ils ont fait ça le soir. Le soir, vers 19h, j'étais déjà un peu fatiguée. Donc, mon premier élan a été de la colère parce qu'il m'empêchait en fait de passer une soirée tranquille, relax, celle que j'avais prévue. Et puis, j'ai essayé vraiment de me mettre à leur place, de me dire, voilà, si j'avais 4 ans et que je vois des œufs crus, j'en lance un et il se casse, oui, ça peut être un petit peu drôle. Évidemment, rappeler les interdits, mais comprendre aussi à quel point, voilà, ce n'est que des enfants. Et ça nous amène à un petit peu plus de recul, en fait, quand on est dans un chemin de bienveillance et de compassion. Donc, de poser des règles, mais en étant toujours plus ouvert à la possibilité d'erreurs. Parce qu'il n'y a pas d'apprentissage sans erreur. Ce qui m'amène donc au 3e conseil, qui pour moi est encore plus important, c'est de comprendre ce qu'on fait ensemble. Qu'est-ce que c'est qu'une famille? Je crois que quand on prend conscience de c'est quoi ma famille, quelle est notre vision commune, quelle est qu'est-ce qui nous soude, quelles sont les valeurs que nous portons ensemble, qu'est-ce que nous faisons ensemble dans cette famille? Les réponses à ce genre de questions nous amènent aussi à faire des choix plus conscients par rapport à la relation qui circule entre chaque membre de la famille. Voilà. Très bien, c'est très concret, c'est le début d'un travail aussi, hein, ça demande de creuser, de travailler au quotidien. Et dans ton premier conseil, tu parlais justement d'être bienveillant envers soi-même. C'est vrai que c'est fondamental et ça fonctionne même hors de la famille pour avoir un regard plus tolérant, être plus bienveillant. Et justement, en tant que maman,
On a tellement, voilà, on parle beaucoup de la charge mentale des mamans qui sont souvent même entrepreneurs parfois maintenant, salariés qui travaillent à l'extérieur de la maison, etc. Comment, donc c'est facile d'être en échec en fait, on est souvent en échec, justement on a souvent un regard dur envers soi-même. Qu'est-ce que tu conseillerais? Est-ce qu'il y a un ou deux secrets pour aider une maman à reprendre confiance en elle? Oui, alors deux conseils pour moi qui sont essentiels et qui sont toujours le début du commencement. Parce que c'est un chemin, évidemment, ce n'est pas une baguette magique pour tout changer. Je pense que moi, ma vie a basculé quand j'ai été connectée donc à la sagesse ancestrale africaine, où on m'a dit en fait, ton enfant t'a choisi tel que tu es, parfaitement imparfaite ou imparfaitement parfaite, peu importe. En tout cas, tel que tu es, avec tes qualités et tes défauts, avec tes parts d'ombre et de lumière. C'est lui qui a choisi de s'incarner et de venir par toi. Quand j'ai accepté ça, je dis waouh, ok, j'ai droit à l'erreur finalement. J'ai droit d'apprendre, j'ai le droit de me tromper parfois. Et le plus important finalement, c'est de rentrer dans le cœur et d'avoir l'humilité. Parce que c'est ça aussi, être parent. C'est beaucoup d'humilité, de se dire, je fais chaque jour, et moi-même, je pense que quand on est dans une surcharge mentale, quand on est dans un épuisement, par exemple, parce que moi, j'accompagne une maman épuisée, la première chose, c'est de se dire, en fait, juste pour cette journée, j'ai oublié son prénom, en tout cas, une citation que j'aime beaucoup qui dit fais de ton mieux jusqu'à ce que tu saches mieux. Mais quand tu sais mieux, fais mieux. Et pour moi, c'est de la sagesse, quoi, de faire ça à chaque instant. Et s'il y a un deuxième secret que j'ai à partager à une maman pour reprendre confiance, ça va être de comprendre, d'accepter qu'elle est sur le chemin, qu'elle est en train d'apprendre à être maman. Donc, mon enfant apprend à être un adulte, il apprend à être humain, mais moi, j'apprends à être maman. Donc, tous les deux, nous sommes en apprentissage. Et donc, les erreurs sont OK. Et pour moi, accepter ça, c'est juste le chemin de la confiance en soi, en tant que maman. Oui, c'est vrai, c'est fondamental. On ne pense pas souvent. On est souvent très dur avec soi-même. Et ces deux conseils-là, ça devrait vraiment aider chacun de nous. Euh, donc, je suis en train de faire un travail de collecter justement auprès de gens comme toi, d'autres blogueurs, influenceurs, spécialistes de la parentalité, ou pas d'ailleurs, collecter des trésors de sagesse. Pour moi, ce que chaque être humain vit est une leçon pour d'autres. On tire toutes les leçons de ce qu'on dit et de notre enfance notamment. Et c'est une richesse incroyable dans laquelle on ne puise pas assez. Moi, j'aime beaucoup demander des conseils autour de moi, observer, parce que c'est du vécu, parce que c'est concret, parce que ça a été validé par les êtres humains. Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus précieux encore que des conseils théoriques. Pour toi, Nadège, quelles sont dans ton enfance les trois meilleures choses que t'ont transmis tes parents? Oui, alors, les trois meilleures choses que m'ont transmis mes parents. Je pense que du côté de mon papa, le plus beau cadeau qu'il m'a fait finalement, c'est de me renvoyer tout le temps la question, et toi, tu en penses quoi? Quand j'étais petite, ça m'énervait beaucoup. Mais au final, il m'a appris à réfléchir par moi-même et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un enfant. Il m'a aussi, deuxième chose que mon papa m'a vraiment transmis, c'est l'amour des livres. Il me donnait des livres et il me demandait le week-end d'après de lui donner des résumés, de lui partager ce que j'avais compris de ce livre-là. De nouveau, pareil, quand j'avais 15 ans, je me souviens comme je râlais de devoir sacrifier 2 heures de samedi après-midi pour faire des résumés de livres souvent qui ne m'intéressaient pas trop à l'époque, mais je me rends compte avec le recul à quel point c'était un cadeau énorme. Donc, j'ai lu par plaisir, mais j'ai aussi lu des choses que je n'aurais pas choisies, qui m'ont vraiment ouvert d'autres horizons. Et le fait de les transcrire à mon papa, le fait de lui faire des résumés, ça m'a permis d'avoir un esprit, d'apprendre en fait à tirer la quintessence de chaque livre. Aujourd'hui encore, je continue de lire 1 à 2 livres par semaine. Et chaque fois, j'ai ce réflexe-là de tirer la quintessence. Donc, chacun des livres que je lis, je garde des messages essentiels. Donc, merci beaucoup à mon papa pour ça. C'est un trésor précieux pour moi. Et la plus belle chose que ma maman m'a transmise, c'est une force qu'elle a en elle,
c'est elle est forte, quoi. C'est une femme puissante. C'est une femme incroyable. Elle avait 20 ans quand elle a quitté son village natal pour aller en ville à l'université de médecine, donc en première année de médecine. Et ça a été une grande bataille pour qu'elle puisse aller à l'université parce qu'à l'époque, dans les années 50, ce n'était pas toutes les femmes qui pouvaient aller à l'université. Et puis, elle a rencontré mon papa et elle est tombée enceinte la première année de médecine. Donc, son papa qui n'était pas d'accord qu'elle aille à l'université, enfin, qui n'était pas très convaincu, a eu un grand choc, évidemment, et on lui a proposé d'avorter et elle a décidé de garder ma grossesse. Et la force qu'elle a eue de m'avoir, de m'élever de son mieux et de réussir, elle n'a raté aucune de ses années de médecine. C'est d'une puissance. C'est une femme extraordinaire que j'admire beaucoup. Et je pense que ce qu'elle m'a dit tout le long de mon enfance, quand tu veux, tu peux. Quand tu veux, tu peux. Et voilà, je pense que c'est les 3 choses les plus importantes et les plus belles que mes parents m'ont transmises. C'est vraiment magnifique et c'est extrêmement utile. Tu vois, justement, sur le blog Éduquer avec sagesse, je suis en train de construire une bibliothèque des livres qu'il faut absolument faire lire à ses enfants. Il existe dans le monde une liste des 100 grands classiques, c'est-à-dire des livres incontournables, quel que soit le pays et l'époque. Et c'est une liste longue, 100, donc je la réduis pour les enfants. Et c'est extraordinaire parce que ton papa t'a donné 2 clés essentielles pour être libre d'esprit. Et ça aussi, c'est un autre sujet qui me passionne. Et j'aide des parents à eux-mêmes apprendre à avoir un esprit critique et à transmettre ça à leurs enfants parce que c'est inestimable, surtout dans une époque aujourd'hui où on est bombardé par toutes sortes de médias, d'informations qui ne sont pas toujours utiles, qui font parfois du mal. Et dans cette jungle d'informations qui nous attaquent presque, en tout cas qui attaquent les enfants parce qu'eux, ils sont vraiment innocents face à ça et ils sont la cible de ça. Eh bien, comment on fait pour garder un esprit critique, pour développer son esprit critique? C'est fondamental. Et les 2 choses, c'est le fait que ton papa, tu vois, c'est sûr que je l'ai réutilisé pour aider d'autres parents parce que c'est 2 outils qui permettent d'avoir un esprit libre. Et c'est très rare en vérité on pense tous qu'on est libre, mais c'est très rare les gens qui réfléchissent vraiment par eux-mêmes et parce que parfois on dit des choses, on a l'impression que c'est nous-mêmes qui les pensons, mais en fait c'est parce qu'on l'a vu, entendu ailleurs. On répète des choses voilà, des influences qu'on a eues. Et les gens qui réfléchissent par eux-mêmes, moi j'en connais pas beaucoup, et je suis vraiment passionnée par pour enseigner ça à mes enfants, pour l'apprendre moi-même et pour le rendre disponible au plus grand nombre parce que on est des êtres libres en théorie, mais en pratique, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont vraiment libres dans leur tête. Et donc, c'est vraiment formidable que tu mentionnes ça. C'est très inspirant, vraiment. Je te remercie beaucoup. Et alors, c'est toujours une question difficile parce que vraiment, c'est en toute bienveillance. Une erreur peut-être aussi que tes parents auraient faite et qui pourrait aider d'autres parents à ne pas la refaire. Oui, c'est important de poser ce genre de questions. Alors moi, je vais partager quelque chose comme tu as vu, hein, je suis dans une démarche d'authenticité et de vulnérabilité. Donc, mon histoire, je la partage sur les réseaux depuis maintenant 2 ans. Et donc, j'ai été une enfant, j'ai reçu une éducation classique, malgré tout. Hein, comme je disais là, j'ai parlé des 3 belles choses, des plus belles choses que mes parents m'ont transmises. Mais quand même, j'ai eu une éducation classique avec beaucoup de punitions, de fessées. Et notamment, avec ma maman, il y avait beaucoup d'humiliation verbale. Parce que, comme ça part de son histoire, encore une fois, hein, donc c'est une personne donc, qui m'a eu à 20 ans, enfin, voilà, elle avait beaucoup de... Ma maman avait une grande crainte, c'est que je refasse les mêmes erreurs qu'elle. Donc, elle avait des choses à démontrer, elle avait des choses à prouver. Donc, elle avait beaucoup de... Quand elle était jeune, hein, je ne parle pas d'aujourd'hui, évidemment, elle avait beaucoup de rage de réussir, de montrer, de démontrer. Donc, du coup, avec cet enfant que j'étais, elle était dans le contrôle, dans l'autoritarisme parental. Je n'avais le droit de rien faire. Je n'avais le droit voilà, je ne devais faire que ce qu'elle voulait. Et mon papa, je pense que pour compenser, il était hyper doux avec moi. Malheureusement, il était médecin sans frontières, donc il partait souvent. Il était plus absent que maman.
même si maman aussi a travaillé beaucoup parce qu'elle faisait jusqu'à 4 gardes par semaine quand j'avais 3 ans. Donc, j'étais avec ma nounou, j'étais bien gardée, j'étais à la maison et tout, mais j'avais les parents un peu absents, ce qui m'a apporté de l'autonomie aussi. Mais néanmoins, je pense que ce qui était le plus douloureux pour moi dans ma relation avec maman, ça a été vraiment cette éducation autoritaire, ces violences verbales et puis même physiques. C'est quelque chose qu'on a travaillé ensemble, elle et moi. On a beaucoup parlé quand je suis devenue maman. On a vraiment décortiqué ça. Mais ça a été le plus douloureux. Ça a fait que j'ai été quand même une jeune femme timide, qui manquait d'assurance, je manquais d'amour de moi, hein, je manquais clairement d'estime et de confiance en moi. Ça a fait que j'ai vraiment eu de mal à me positionner dans la vie. Quand j'ai eu 18 ans, voilà, tout le monde s'attendait à ce que je sois médecin. Et quand j'ai eu le courage, j'ai dû rassembler beaucoup de courage pour dire non, je ne vais pas faire la médecine. Voilà, ça a été une grande bombe dans ma famille, puisque voilà. Donc, c'est pour dire que on peut accompagner ses enfants sans violence et c'est un choix qu'on peut faire et c'est un choix que j'ai fait, que beaucoup d'autres personnes font et que c'est possible aussi de donner une éducation bienveillante sans violence à son enfant, même quand on a vécu ça, surtout quand on l'a vécu, et que ce n'est pas facile néanmoins, mais c'est un cheminement. C'est important pour moi de dire ça et de rappeler en fait que l'éducation classique où le parent se considère comme voilà, supérieur à l'enfant, où le parent ne prend pas le temps de comprendre son histoire et de comprendre ses émotions, de comprendre son état d'être personnel, mais ça blesse les enfants. Ça fait du tort aux enfants, ça provoque plein de dégâts psychologiques chez l'enfant. Moi, je l'ai vécu, ça m'a pris des années pour m'en sortir et c'est important pour moi de diffuser ça aussi pour dire si euh, voilà, la fameuse phrase, je n'en suis pas morte. Je dis tout le temps, si je ne suis pas morte à l'extérieur, mais j'en suis une partie de moi est morte à l'intérieur. Et c'est un grand travail de reconstruction, de reconnexion à des parts de soi et ça prend du temps. Donc, faites-vous aider si vous êtes parent et que vous sentez des pulsions de violence, si vous ne supportez pas votre enfant, si vous avez l'impression de vous sentir emprisonné ou même que vous sentez que vos besoins sont en compétition, faites-vous aider. Il y a plein de personnes qui aident les parents aujourd'hui. C'est une grande chance qu'on a. Et voilà, j'ai un peu extrapolé, mais j'ai répondu à ta question. Non, non, mais c'est très bien. C'est très bien. Et du coup, forte de cette expérience que tu as et de toutes les recherches que tu as faites et maintenant que tu accompagnes, quelles sont les trois meilleures choses que tu voudrais transmettre à tes enfants? Ce qui est vraiment essentiel pour toi. Alors, je crois que la plus importante pour moi, c'est le prendre soin. J'ai prendre soin, c'est le sens d'une famille pour moi, c'est le sens d'une tribu, parce que moi, j'ai choisi de vivre ma vie de famille comme une tribu et prendre soin de soi, de moi-même, de mes vécus, de mes besoins, de mes histoires. Donc, c'est une écologie intérieure et prendre soin de l'autre, donc de l'autre qui est dans ma tribu, donc de mon frère, de ma soeur, de mes enfants, de mon mari, et prendre soin ensemble de la terre, prendre soin des animaux, prendre soin c'est la philosophie de vie ancestrale africaine. Nous sommes animistes. Je suis animiste aujourd'hui et donc c'est un respect énorme pour tous. Et je pense que si chacun cultivait ça chez lui, mais ça changerait la face du monde tout simplement. Et donc c'est ce qui me tient à cœur, qui est le fil rouge dans toute mon éducation que je donne à mes enfants, mais aussi dans toutes mes transmissions aux femmes que j'accompagne. Et voilà, c'est le prendre soin. Nous avons besoin de ça. Et donc, première chose que je transmets à mes enfants. Et la deuxième chose, je crois que, on l'a déjà dit, hein, c'est ce que mes parents m'ont transmis, c'est la liberté de penser, la liberté d'être, la liberté, mais profonde, le questionnement. Qu'est-ce que moi je veux? Et moi aussi, comme mon papa l'a fait pour moi, c'est une question que je pose presque quotidiennement à mes enfants. Toi, tu en penses quoi? Toi, tu veux quoi? Et pourquoi ça te fait ça? Et qu'est-ce que, voilà. Et j'écoute sans jugement. Et c'est tellement précieux. La deuxième chose que je transmets à mes enfants, c'est la liberté d'être. La liberté d'être et la liberté de développer l'esprit critique. Voilà, c'est deux aspects importants pour moi. Et évidemment, la troisième chose que je transmets à mes enfants, c'est le fait qu'ils sont uniques, merveilleux. Ils sont des cadeaux pour moi. Leur existence est un cadeau. Je le leur dis tous les soirs avant de les quitter pour la nuit. Tels qu'ils sont là, tel qu'il est là, il est parfait.
Et c'est quelque chose qui est important pour moi en lui disant, voilà, la journée s'est passée, peut-être que tu as fait des erreurs, des échecs, peut-être que tu t'es comporté comme il ne fallait pas, peut-être que peu importe, mais tu es parfait quand même parce que ces erreurs-là, tu as appris des choses de là. Qu'est-ce que tu as appris de ton erreur? Qu'est-ce que tu feras mieux demain? Et c'est un chemin. Et moi, mes enfants me permettent de rester éveillés sur tout ça. Ils me permettent de me connecter à ma sagesse. Ils me permettent d'être sur ce chemin-là. Donc, voilà les 3 choses que je leur transmets et c'est juste, je leur transmets à eux, mais je me transmets à moi parce que justement, je les élève et j'élève mon enfant intérieur en même temps. Quel cadeau. Ouais, c'est très beau, c'est très philosophique. Ça me plaît beaucoup. Et ça nous amène à, de la même manière que tu as été honnête et tu m'as parlé d'une erreur que tes parents ont faite, est-ce que toi, tu penses que tu en as fait un truc que tu regrettes? Oui, alors qu'il n'a pas fait d'erreur. Je pense que la plus grosse erreur que j'ai faite, qui a des répercussions sur tout, c'est de ne pas avoir compris avant de devenir maman qu'il fallait travailler mon histoire. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance d'avoir été déclarée stérile. Donc, pendant 4 années, je me suis battue pour avoir un enfant. Donc, j'ai énormément lu, je me suis formée, j'ai appris beaucoup de choses avant même que ma fille ne vienne ne s'incarne dans mon ventre. Mais je n'ai pas du tout pensé à travailler mon histoire familiale, à voir un peu quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que moi j'ai vécu comme blessure, qu'est-ce qui a été douloureux dans mon histoire. Je n'ai pas travaillé ça. Et donc, quand ma fille a eu 18 mois, donc tout s'est bien passé, on a vraiment eu voilà, un accompagnement, j'étais une maman proximale, j'étais voilà, émerveillée moi, puisque j'ai dit que j'ai fait 4 années sans enfant. Et puis quand elle a eu 18 mois, j'étais accroupie en face d'elle et je lui parle, je voulais la convaincre de faire la sieste parce qu'elle ne voulait pas aller dormir et elle m'a giflé. Waouh, elle m'a giflé et en fait, ça m'a fait un flash énorme de me rappeler parce que mon maman m'a giflé une fois. Et à ce moment-là, j'ai eu un voile rouge qui est tombé devant mes yeux. Et j'ai vraiment eu, dans les dessins animés, il y a l'image du diable rouge et de l'ange. J'avais les deux vraiment qui me disaient, mais tape là en retour, quoi. Waouh, ce fut un des moments les plus intenses de ma vie. Et j'ai quand même choisi de ne pas frapper ma fille. Mais en tout cas, c'est revenu en boomerang. Donc, mon histoire est revenue. Et j'ai pu travailler ça. J'aurais aimé, en fait, que quelqu'un me dise, fais la paix avec ton passé. Fais la paix avec ton histoire, pardonne tes parents, pardonne-toi, guéris ton enfant intérieur avant de devenir parent. Donc, à partir de là, moi, j'ai pu faire un cheminement, mais si j'ai un conseil à donner, c'est qu'il faut travailler ça. Il faut faire un retour en arrière et plus on a vécu des choses souffrantes, plus il faut les travailler, en sachant que nous les refoulons très, très bien et qu'il peut arriver qu'on se dise mais non, moi, j'ai eu une enfance classique et j'ai rien eu de particulier et pourtant, il y a des humiliations, des blessures, des injustices et plein de choses qui sont néanmoins là et qui refont surface dans notre accompagnement de nos enfants plus tard. Oui, c'est vraiment fondamental, tu vois, parce que quand on devient maman, souvent, on ne se prépare pas justement. On en a envie ou ça arrive comme ça. Et c'est rare qu'on fasse un travail préparatoire. C'est très, très rare. Et je pense que ce conseil-là va être très utile aussi. Il va inspirer beaucoup de monde. Après, on peut en parler aux jeunes, etc. C'est vraiment utile. Parce que qui n'a pas eu des problèmes dans son enfance ou des choses à régler pour après être un meilleur parent? C'est vraiment bien que tu dis ça. Et ça nous amène à la dernière question, qui est celle-ci. Donc, tu es entrepreneur et maman. Et je dis toujours, moi, quand on est maman, on est à la tête d'une petite entreprise. Et en plus, certaines de nous, mais un peu, parfois, je me dis un peu fêlées parce que, en plus, on crée une entreprise à la maison. Donc, en plus de l'entreprise familiale, on crée des entreprises parce qu'on est inspiré, on a envie de transmettre des choses, aider d'autres parents, etc. Et donc, dans ton travail, voilà, de blogueuse, de youtubeuse, de coach, etc., parce que tu as beaucoup, tu fais, finalement, ce genre de travail, c'est plusieurs métiers dans un seul. Tu es même auteur d'un livre très utile. Je ne sais pas si tu l'as, peut-être tu peux le montrer, voilà. Maman respire, c'est ça? Relax, maman respire. Alors, Voilà. c'est un livre qui est à la fois
Je dis au moment de relâcher, donc de se lâcher un peu les baskets parce qu'on se met la pression, on veut être la maman parfaite. Donc, à la fois de lâcher cette pression-là, de se dire je veux être la maman parfaite parce que c'est beaucoup plus simple que ça. Mais aussi, c'est un chemin de sagesse parce que j'y partage la philosophie de vie ancestrale africaine. J'y partage donc les clés fondamentales de la philosophie de vie, de la sagesse ancestrale. Et je partage aussi la méthode Respire, celle que j'utilise pour accompagner les mamans pour sortir de la course effrénée et rentrer dans plus d'écoute et de présence de soi. Donc, c'est vraiment un livre qui est déculpabilisant, qui nous reconnecte à notre sagesse intérieure. C'est un livre où je parle beaucoup de féminité parce que s'écouter en tant que femme, reconnecter à ses émotions, pacifier son histoire, c'est tout ça qui nous amène à être une meilleure personne et donc forcément une meilleure maman tout court. Ouais. Donc, en faisant tout ça, voilà, dans ce chemin de professionnel finalement, quelle serait une leçon que tu as tirée qui te sert pour éduquer les enfants ou dans la famille? Je crois que c'est, je l'ai déjà dit, en fait, c'est le prendre soin. Donc, je vais l'exprimer encore mieux parce que prendre soin, les mamans, souvent, on croit qu'il faut donner. Voilà, je donne de mon temps, je donne une éducation, je donne à manger, je donne de moi en faisant leur linge, le repassage, les courses et tout ça. Dans la philosophie de vie ancestrale africaine, la maman ne donne pas, elle reçoit. Elle reçoit tellement qu'elle se remplit et c'est ce qui déborde d'elle qui nourrit la famille. Et c'est quand on comprend cette image-là qu'on réalise que oui, je peux prendre soin de moi. Et prendre soin de moi, c'est indispensable. Prendre du temps pour moi, me reposer, me ressourcer, me faire du bien, compter sur la tribu, donc déléguer, c'est indispensable. Ce n'est pas qu'il le faut, c'est juste que c'est essentiel. On ne peut pas pratiquer une éducation bienveillante mais quand on ne se remplit pas. Ce n'est pas possible. Quand la tasse est vide, on ne peut pas donner. Beaucoup de mamans occidentales aujourd'hui, on est dans une course effrénée, le réservoir intérieur est vide et à sec, et on donne, et on donne, et on donne, et on croit. Mais quand on fait ça, en fait, on donne mal, en fait. On donne quelque chose qui n'est pas, qui est toxique finalement. Donc, il vaudrait mieux une maman qui donne beaucoup moins, mais de qualité. C'est plus nourrissant que voilà, de partir d'une base qui est desséchée. Donc, pour moi, c'est ce que j'utilise. C'est le fil rouge, en fait, le prendre soin. Mes enfants comprennent, on prend soin d'elles, on prend soin de ses émotions, on prend soin de ses besoins, parce qu'en fait, on n'éduque pas, on transmet. Et en le faisant, je leur transmets de prendre soin d'eux aussi, de prendre soin de leurs besoins, de prendre soin de leurs émotions. Je les accompagne par mon exemple. Donc, c'est le fil rouge. Je pense que c'est ce que j'apporte aux personnes que j'accompagne et c'est ce que j'apporte à mes enfants. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Et si chacun le faisait, waouh, je pense qu'on ne serait pas dans... Parce que la plupart des gens, ma fille me l'a dit hier nuit, hier quand je l'ai couchée, je lui ai demandé comment est-ce que tu vas. Elle m'a dit, voilà, j'ai eu une journée un peu... J'étais vraiment triste aujourd'hui, donc elle a eu une journée un peu difficile parce qu'elle avait une amie, sa meilleure amie est très triste parce que sa maman accouche d'un petit garçon. Elle aurait voulu une petite fille, enfin peu importe, mais ce qui est certain, c'est que ma fille était dans la tristesse et elle m'a dit, et ça m'a vraiment touché le cœur, c'est pour ça que je le partage. Elle dit, en fait, maman, j'ai compris quelque chose. Il n'y a pas de méchants. Les gens, en fait, qui font du mal aux autres, c'est parce qu'ils souffrent, c'est parce qu'ils ont beaucoup d'émotions, de colère ou de tristesse en fait. Et oui, donc quand on a des besoins dont on ne prend pas soin, c'est là qu'on devient en griffe méchant envers les autres. Donc c'est des personnes dont les besoins ne sont pas remplis tout simplement. Donc c'est prendre soin pour moi qui est le fil rouge, prendre soin de soi, c'est essentiel. C'est vraiment très inspirant et c'est étonnant. En même temps, c'est pas étonnant puisqu'elle a une maman philosophe. Ta fille puisse dire ça. Je sais pas quel âge elle a. Elle a 8 ans. 8 ans, ben oui, c'est extraordinaire. Qu'à 8 ans, elle ait compris ça, c'est vraiment incroyable. C'est un principe de développement personnel qui est enseigné, etc., qui est dur à appliquer d'ailleurs. D'avoir la compassion de penser que l'autre souffre, c'est pour ça qu'il est méchant, et donc de rester bienveillant à son égard. Il y a des gens qui travaillent toute une vie pour y arriver. Donc c'est vraiment inspirant et ça prouve que les enfants ont une capacité de sagesse étonnante, qu'on sous-estime beaucoup
Et quand tu parles du ce fil rouge de prendre soin, en fait, c'est vrai qu'on ne s'imagine pas juste que ça va. Si tu dis que ça vient de la sagesse africaine, si je pense à la sagesse asiatique que je pratique moi, eh bien, donc c'est tous les courants philosophiques, confucianisme, taoïsme, bouddhisme, c'est du travail sur soi, comme on l'appelle en Occident. Et par exemple, moi, je pratique une méthode qui s'appelle le Falun Dafa, qui est une méditation, des exercices de santé, mais surtout un travail sur soi, de prendre soin de soi. Travailler sur soi, c'est prendre soin de ça. Travailler sur le passé, travailler sur ce qu'on appelle les attachements, pour après, en fait, c'est la condition pour s'occuper des autres. On ne peut pas, en fait, sinon, il faut que sans arrêt, enfin, il faut que si on décide de prendre ce chemin-là, on décide, on choisit à chaque instant de d'abord regarder en soi avant de dire ah il a fait ça mal ou tiens il m'énerve, de dire attends pourquoi je sens ça, qu'est-ce que moi je peux améliorer, comment je peux m'élever aussi parce que finalement la vie c'est plein d'occasions de devenir meilleure et avec des principes comme celui que ta fille a sorti ou tout ce que tu dois leur enseigner, vraiment on devient tous meilleurs finalement au lieu de s'énerver de se taper dessus. Eh bien si on fait juste ce petit effort, bon c'est pas un effort facile, ça demande quand même du travail, mais on devient tous meilleurs. Et c'est extraordinaire, la famille, finalement, ça peut être un projet où on devient tous meilleurs et on donne à l'extérieur. Et ouais, je suis contente de finir sur cette note-là. Ce qui est beau dans ce genre de cheminement, c'est que quand nous, l'adulte, en tout cas moi, je le constate avec mes enfants, tout le monde me dit, mais waouh, tes enfants sont incroyables, ils sont d'une sagesse. Moi, même moi, ils m'épatent parce que parfois, ils me rappellent des choses et c'est merveilleux. Ils sont les gardiens de ma sagesse finalement parce que ce que je leur transmets, ils me le renvoient. Et je pense que dans toutes les familles, ça se fait. Il suffit simplement quand on dit à un enfant, on ne parle pas la bouche pleine et que le parent, il se met à parler à table, mais l'enfant lui dira, papa, on ne parle pas la bouche pleine. Donc, les enfants sont les gardiens de notre sagesse. Donc, c'est ce que nous leur transmettons, mais qu'ils nous gardent. Donc, si le parent fait cet effort de rentrer dans une philosophie plus douce, plus d'écoute et de présence envers soi, ben, il transmet ça à l'enfant et il permet à l'enfant de rester connecté à tout ça. Et l'enfant fera beaucoup moins d'efforts que nous. Parce que oui, nous, à notre génération, on a plus d'efforts à faire parce qu'on n'a pas connu tout ça ou on n'a pas pratiqué. Mais si nous faisons cet effort, moi, je fais ces efforts au quotidien parce que j'ai envie que mon enfant, ben, ils vont continuer à s'améliorer et ils auront beaucoup moins d'efforts à faire que moi. Et donc, ça va améliorer. Moi, je pense que si nous continuons comme ça, en 5 générations, on aura d'autres humains sur Terre. Si nous continuons comme ça. Oui. Et je voudrais qu'on termine, qu'on conclue sur cette expression magnifique que tu as. Les enfants sont les gardiens de notre sagesse. C'est vraiment très inspirant. Et je voudrais que tu nous dises aussi qu'est-ce que tu offres, qu'est-ce que tu proposes aux parents. Alors, actuellement, j'ai 5 formations en ligne. Donc, j'ai une formation sur le parcours amour de soi qui vraiment guérit l'enfant intérieur.